Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Le format CMO part-time, ça a le vent en poupe depuis quelques années, avec le freelancing d'ailleurs, et que ça soit côté entreprise comme côté CMO, la formule, elle a des avantages qui sont certains, quoique ça peut dépendre du contexte, parce qu'il y a aussi des risques. Et donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive justement à faire un petit peu le tour des conditions du succès du format part-time CMO, et pour ça, je suis avec Yannick Roth, qui est cofondateur chez Irondo. Bonjour Yannick. Hello! Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux, du coup, s'il te plaît, peut-être te présenter en quelques mots déjà pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Merci Axel pour ton invitation. Ravi de venir parler à ce podcast qui tourne quand même depuis un bout de temps et que j'écoute avec attention. Moi, je m'appelle Yannick de prénom, breton donc d'un côté et Roth allemand de l'autre, de naissance. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je travaille en tant que directeur marketing dans différentes startups. Alors au début responsable marketing et ensuite directeur marketing dans différentes startups dont j'ai dirigé l'équipe ou la fonction marketing. Une bonne dizaine d'années en full-time et quelques années, 3-4 ans là, en freelance. Donc, pour faire très simple et rapide, j'ai un background école de commerce classique. J'ai travaillé dans des startups parisiennes et une startup qui était basée à Toulouse qui s'appelle WeSeed, qui est une fintech. C'est une formation en commerce marketing généraliste. J'ai l'originalité d'avoir fait une thèse en marketing à la Sorbonne parce qu'à l'époque, ça m'intéresse d'ailleurs toujours, mais ça m'intéressait de faire de l'enseignement-recherche. Seulement, c'est pas mon monde dans lequel je voudrais évoluer tous les jours, même si j'ai absolument pris beaucoup de plaisir à évoluer dedans. Et dans la dizaine d'années où j'ai fait du marketing full-time, j'ai d'abord été responsable d'une agence qui s'appelle Aika en marketing, puis j'étais chez WeSeed à Toulouse. J'ai fait 6 mois en tant que marketing ops chez Augury, et puis j'ai structuré le marketing chez Didomi pendant 2 ans et demi, d'une équipe de 1 à une équipe d'une vingtaine. Et depuis 3-4 ans, je suis responsable marketing ou part-time CMO ou VP marketing freelance, on verra les termes, ou fractional marketing leader, pour des startups parisiennes à nouveau, encore, et pour des missions entre 6 mois et 1 an, pour faire court. On pourra en parler un peu plus, mais voilà qui je suis. J'adore le vélo, j'ai un chat magnifique, j'ai un beau-fils que j'adore, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'aime toujours le marketing au bout de 15 ans, et c'est pour ça que même en freelance, j'aime beaucoup faire ça. Bah, d'ailleurs, tu as fait partie, enfin, tu as coordonné aussi l'écriture, du bouquin, que vous avez sorti avec les Tech Marketing Leaders, Ouais, il est là. et voilà, Il est Call a là parce que Licorne, je dois l'envoyer à un Startup. prospect avec un OK. petit mot personnalisé. Mais effectivement, on a coécrit un livre avec Jordan, Aurélie et Geoffrey et une trentaine d'autres CMO ou responsables marketing de la place sur quelques bonnes pratiques en marketing et comment découvrir le marketing quand on ne le connaît pas de l'intérieur. Il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas écrites, le product marketing, d'autres choses, mais il y a tout un tas de choses qu'on a écrites et c'était chouette de pouvoir partager cette expérience avec d'autres marketeurs. J'espère que Ouais, sur une prochaine édition, tu en feras partie. écoute, avec plaisir. J'allais dire le monde est petit parce que tu vois, c'est vrai que là, dans la dernière semaine, du coup, j'ai eu Geoffrey, qui a coordonné l'écriture, j'ai eu Hélène qui a participé aussi, au bouquin où on parle d'internationalisation, donc voilà, bon bref, à découvrir pour ceux que ça intéresse. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la grande tendance du CMO part-time. Peut-être pour commencer, comment est-ce que tu expliques cette tendance déjà? Euh, Dont on fait partie au final? On en fait partie tous les 2 effectivement. Alors je vais d'abord parler à titre personnel, je sais pas ma personne ne fait pas une tendance, mais pour mon cas personnel, je sais pas comment c'était pour toi. Il y a 3 ans on va dire, l'aventure de la croissance avec du marketing chez Didomi, s'arrête ou on prend un coup d'arrêt, avec une réorganisation de l'équipe market et revenus et je me mets en freelance. Non, je voulais d'abord m'associer, et créer ma propre start-up ou entreprise et pour le faire, je me suis mis en freelance. Et suite à quelques expériences de co-founding member ou late founder dans une entreprise où ça n'a pas matché entre nous et j'ai quand même structuré le marketing, mais du coup sans rester dans le capital, bah, j'ai trouvé des clients et ces clients-là qui aimaient travailler avec moi et qui ont voulu continuer une fois qu'on a commencé, ont fait que j'ai continué dans cette activité de part-time ou de responsable marketing freelance. Donc à titre personnel, ça s'est fait sur, on va dire, quelques accidents de parcours l'un après l'autre, et un bon réseau et des bonnes rencontres et très probablement une valeur apportée aux entreprises avec qui j'étais à l'époque. Donc ça, c'est juste à titre personnel. Donc on ne peut pas en extraire une tendance, mais je pense qu'il y a eu d'autres gens qui se sont retrouvés dans des situations similaires à la mienne, qui ont choisi ou pas, ou la vie, ou la famille, ou un déplacement, quelque chose qui a fait que le CDI full-time n'était plus une priorité, ou plus possible, et donc du coup, ils ont voulu continuer leur métier comme ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est simple et c'est tout à fait accessible. La mode, elle, d'où elle vient, je pourrais pas dire exactement d'où elle vient. Je pense que le recrutement d'un CMO, c'est long.
C'est risqué parce qu'on lui donne beaucoup de responsabilités, souvent, et c'est coûteux. Donc, ça peut être entre 6 et 9 mois pour recruter un CMO. Si c'est un responsable ou head of marketing, ça peut être un peu plus court parce qu'il y a moins de ref call à faire et moins de personnes moins de choses à prendre en compte, mais c'est long. Et 50% des CMO restent moins de 2 ans. Une bonne partie, je pense que la durée moyenne d'un CMO, c'est 3 ans. Et donc, moi, à titre personnel, j'ai décidé d'assumer cette précarité, parce qu'on a encore 40 ans à travailler tous les deux. Alors, peut-être pas 40 ans, une trentaine. Je vois pas faire 10 entreprises si sur 30 ans, je fais 10 fois responsable marketing. Donc j'ai décidé pleinement d'assumer cette, entre guillemets, cette précarité, et je me suis rendu compte que c'était extrêmement plaisant et qu'on pouvait très bien s'en sortir et aussi très bien gagner sa vie. Il y a aussi un autre élément, c'est que les startups et les scale-up peuvent pas forcément attendre aussi longtemps pour structurer le marketing. Parfois, une opportunité, la levée de fonds a peut-être pris du temps. Une fois que l'argent est là, il faut aller vite. Un nouveau marché s'ouvre. Bah, avant de commencer à recruter et un AE et un marketeur et peut-être un CSM, bah, autant trouver quelqu'un rapidement qui est dispo et qui peut aider sur l'ouverture d'un marché. Ce matin, j'ai encore fait une propale pour l'ouverture du marché allemand pour une entreprise qui a envie d'adresser ce marché et qui n'a pas le temps d'attendre. Voilà. Donc le CMO part-time, c'est un raccourci au sens noble du terme qui est stratégique parce que en quelques jours, une personne peut être onboardée. On pourra parler d'onboarding plus tard parce que c'est important. L'expérience, elle est assez immédiate. Il y a une courbe d'apprentissage courte ou rapide parce que les gens que tu vas choisir sont souvent des gens expérimentés qui viennent avec des idées et des convictions et n'ont pas besoin de 3 mois pour se faire des idées et une flexibilité pour adapter la mission aux besoins réels. Mon client actuel, Shaper, la plateforme de recrutement, travaille avec moi 2 jours par semaine. L'année dernière, c'était 4 jours par semaine parce qu'on a eu un ajustement sur le scope de l'équipe et de Yannick qui fait que c'est beaucoup plus agile pour eux d'avoir 2 jours de Yannick pendant ce temps-là. Pour Ok. finir, le dernier facteur clé, c'est le marketing est quand même plus complexe qu'avant. C'est plus simple pour une entreprise d'avoir une expertise rapidement pendant quelques mois, peut-être plus brand, et puis ensuite quelqu'un très awareness ou Demgen, pardon, et puis quelqu'un qui a une couleur product-led growth. Et si tu veux avoir, et puis une autre data, etc. Alors, s'il ne s'agit pas de changer de CMO tous les 6 mois, hein, ça n'a aucun sens. Mais pour des entreprises qui ont besoin d'agilité, d'expertise en interne, sans que ce soit le CMO qui décide de tout, qui change tous les 3 mois, mais qu'en dessous d'une tête pensante dirigeante, tu as besoin d'expertise clé, de gens qui ont déjà été CMO, VP ou Head of Marketing dans le passé, en fait, c'est hyper adapté. Il y a des gens comme toi et moi qui assument ce statut. Il y a des entreprises qui sont prêtes à payer pour. Et je pense que tout ça ensemble fait que aujourd'hui, la mode des part-time ou fractional CMO est de plus en plus développée. Voilà. On verra combien de temps ça dure, on pourra en parler après, mais je pense que tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles aujourd'hui on en voit beaucoup. Ouais, j'allais dire, du coup, je reprends, mais au final, ce que tu as dit, c'est une conjonction du fait que le mode de travail évolue. Enfin, quand même, j'allais dire, au final, moi, j'ai fait partie des indépendants post-Covid, tu vois, on va dire, je pense, où effectivement, on s'est rendu compte que c'était possible de travailler à distance, en remote, que le rythme asynchrone ou à la maison, ça pouvait fonctionner et qu'en fait, les entreprises se sont aussi rendues compte que ça marchait, quoi. Bah, moi, c'est le retour au travail, retour au bureau, aux horaires, surtout qu'en plus, moi, j'ai eu mes petits juste avant la Covid, donc ils étaient tout petits, donc j'étais à la maison, donc ça me permettait quand même, mine de rien, de travailler en profitant de ces années-là. Et du coup, bah, quand il a fallu retourner au boulot, bah, tu vois, j'ai voulu pouvoir aussi gérer mon agenda parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait, quoi, tout simplement. Et une conjonction donc de la possibilité de le faire, et puis après, d'un cycle professionnel où effectivement, bah, moi, ça faisait 3 ans aussi que j'étais dans ma boîte, et puis bah, du coup, j'étais arrivé un petit peu au bout de ce que je mettais en place, ça roulait, une envie d'entreprendre, et boum, du coup, tu passes au part-time parce qu'au final, c'est la première brique de l'entrepreneuriat, on va dire, où tu te mets à ton compte, quoi. Donc au final, les expériences sont quand même assez similaires, c'est marrant. Et, euh, et donc après, je rebondis parce que ma question d'après, au final, tu as commencé un petit peu à l'aborder, c'est en fait, euh, quel contexte justifie de faire appel à un part-time? Tu vois, et donc tu vois, tu l'as dit, au final, ça va être quoi? Un besoin, soit un besoin d'aller très vite parce que, j'allais dire, potentiellement, tu vas, un départ, ta Simo est enceinte après tout, tu vois, ou tu vas avoir besoin de combler une levée de fonds, un truc comme ça, ou alors un besoin d'expertise très ciblé. Hmm. Euh, Tu l'as dit, un congé mat, un congé pat, quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour son ou sa famille. Ce temps-là ne doit pas être perdu en flottement au sein de l'équipe, en gestion de projet ou en lancement de produit, voire même mieux. Pendant le temps d'absence de cette personne, on va limite upskiller l'équipe et faire mieux, entre guillemets, hein, que cette personne quand elle est là. Pourquoi? Parce que pendant un certain temps, pour 6 mois, on peut peut-être se permettre d'avoir quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience, alors qu'en full-time, on ne peut pas se la permettre, cette personne.
Donc effectivement, des phases de transition qui sont, par exemple, des congés familiaux, peut-être des congés maladie aussi. J'ai hier eu un call avec un prospect qui a un gros besoin de quelqu'un pour driver toute la croissance de son produit, parce qu'il y a une personne qui est partie pour une raison médicale, tout simplement. Et donc, le terme, c'est marrant parce que c'est une entreprise néerlandaise dont je parle là. Ils n'ont pas dit part-time CMO, ils ont dit fractional leader. I need a fractional leader. Et donc, on pourra reparler des termes, part-time CMO et fractional plus tard. Mais il s'agit d'avoir un leader fort. Et donc, il s'agit d'avoir quelqu'un qui est rapidement disponible, de grande qualité, et qui peut reprendre pendant une phase de flottement un scope dur peut-être à prendre ou des responsabilités importantes. Donc, ça peut être une phase de transition entre deux personnes. Ça peut être une phase de repositionnement pour l'entreprise. Donc, l'offre fonctionne, mais elle ne sait pas comment la marketer. Ou l'offre ne fonctionne pas et elle sait qu'il faut la marketer différemment. On va prendre une ressource extérieure qui va pouvoir apporter un œil frais et ensuite, une fois que quelque chose a été établi, passer la main à peut-être une équipe plus senior ou plus junior, je ne sais pas, mais une équipe en place qui fait le run. Mhm. Ça peut être des phases de structuration, d'acquisition. Les canaux sont mal exploités, il n'y a pas d'attribution claire, il manque une stratégie payante ou organique bien construite. Donc là, est-ce qu'on appellera ça part-time CMO? Je ne sais pas, peut-être. Ça peut être part-time head of growth ou head of paid même. Mais c'est Mhm. une structuration d'une problématique marketing qui est l'acquisition. Pour préparer un scale, une internationalisation par exemple, lancer une nouvelle offre, besoin d'industrialiser le marketing et puis de le rendre pilotable, le temps de trouver peut-être le fameux CMO qu'on met 9 mois à trouver. En fait, pendant ces 9 mois, qu'on prend bien le temps de trouver la rockstar du marché d'aller le chercher avec une offre, deux offres, trois offres et le payer peut-être beaucoup plus cher que ce qu'on a prévu, imaginons. Mhm. Pendant ce temps-là, le marketing va tourner et pour éviter de se prendre les pieds dans une offre où on surpaye quelqu'un parce qu'il faut absolument qu'elle vienne vite, on a quelqu'un qui est en phase de transition, imaginons un part-time CMO, et pendant ce temps-là, on va chercher son full-time tranquillement, bien, via des cabinets ou pas, histoire de trouver une personne qui peut ensuite se projeter 5 à 10 ans dans l'entreprise. Parce qu'évidemment, et heureusement, il y en a encore des gens comme ça. Et qui Ouais. sait, peut-être moi, un jour, je serai à nouveau dans cette situation, parce que c'est un marché qui est assez fluide, finalement. Une situation d'intermédiaire entre deux CMO, on a déjà parlé des phases de transition. Et puis, pour finir, équiper une équipe junior ou upskiller une équipe junior, ou même une équipe fondatrice qui a peu d'habitude du marketing. J'ai déjà travaillé avec plusieurs entreprises comme ça. Ils se disent, on va prendre un CMO ou un part-time CMO ou un consultant qui a la trempe d'un CMO pour les quelques mois où on a besoin de comprendre comment fonctionne le marketing, quelle place lui donner, se faire un avis qui n'est pas juste ce qu'on voit sur un réseau ou ce qu'on demande à ChatGPT, mais Mhm. vraiment quelqu'un d'expérience qui va pouvoir venir pendant un certain temps structurer une orga marketing et lâcher ensuite, dans le meilleur des mondes, une orga bien meilleure avec des gens qui le gardent, peut-être en advisor, ou en contact, en bon contact pour passer un coup de fil si demain sur un recrutement ou une action, il y a besoin d'un avis. Mais équiper une équipe junior ou une équipe qui n'a pas la connaissance marketing, c'est aussi un des contextes dans lesquels les entreprises font appel aujourd'hui à des personnes qui sont seniors en marketing et qui sont freelance, disponibles sur le marché et à l'écoute du coup d'opportunités à temps partiel. OK, très cool. Donc tu l'as dit effectivement, phase de transition, entre donc, soit on l'a dit potentiellement maladie, départ, bref, il y a mat ou Pat. Donc tu l'as dit phase de transition, hem structurer un sujet, en vue d'un scale, internationalisation, ou alors même tu l'as dit paid, SEO après tout, peu importe la stratégie et le canal. Mais faire appel à une expertise, on va dire pointue sur un sujet et puis, potentiellement faire appel temporairement à une personne expérimentée qu'on serait pas forcément capable d'internaliser, pour faire monter son équipe en compétences et poser les bases d'un sujet qu'on pourra dérouler après quand ce sera, structuré. Trop cool. Écoute, si j'allais pour que la mission elle réussisse, du coup, il faut évidemment que le contexte soit favorable. Donc, tu as brossé un petit peu les contextes dans lesquels ça pouvait être utile. Côté entreprise, c'est quoi les choses à anticiper pour mettre le part-time dans les bonnes conditions de succès? Euh, Bonne question. Moi, j'ai eu pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5 clients. Donc, j'ai fait 5 missions, des vraies missions de part-time. J'ai fait quelques petites missions courtes à côté, mais des vraies missions de part-time. Donc, je peux en parler en connaissance de cause et j'ai en plus la chance d'avoir dans Hirondo et même autour de moi des personnes qu'on en fait aussi et avec qui on parle. Tu pourras évidemment donner tes tips aussi après, pardon, qui seront probablement complémentaires. Mais moi, ce que j'ai vu, et ça n'a pas toujours été le cas dans mes 5 expériences. Si je devais refaire une mission demain, je dis c'est comme ça que je voudrais travailler avec vous et pas autrement. Mais j'ai appris sur le tas. C'est de voir la personne qui te rejoint, si tu lui donnes cet ownership et ce poste, comme un vrai leader, pas juste un consultant externe.
La différence entre un consultant et un CMO ou un fractional, c'est que le consultant, il a une date de fin normalement de contrat il est parfois full-time, mais parfois pas full-time, mais il représente pas l'entreprise et il dirige pas d'équipe. Et il est souvent même pas intégré à l'équipe, soit leadership, soit même l'équipe, les off-site, les moments de vie. Donc moi, avec mes clients, j'ai demandé à être invité. Évidemment, ils ont dit oui pour cet item-là aux off-site et être payé pour, au TJM, typiquement, parce que c'est tout bête, mais en fait, la personne, elle est payée pour... Bref, donc tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment d'être intégré au leadership, à la vie de l'entreprise, que ce soit dans des réunions, des décisions, etc., tout comme la vie de l'entreprise, et avoir aussi un vrai mandat décisionnel. Ça, c'est pas facile, dans le sens où c'est rare, encore, pas dans le sens où ça se fait pas, parce que tu te dis, ok, cher CMO, fais-moi des recommandations, cher Yannick, hein, ou cher Axel, fais-moi des recommandations, puis je déciderai ensuite, quand tu es CEO. Dans un monde idéal, tu as aussi un budget, ce budget est justifié, ce budget travaille, il apporte un retour sur investissement en termes de visibilité, de lead, etc. Et donc, il est à ta... c'est toi qui en es le responsable, l'honneur en interne. Donc cet ownership entre ressources et investissement, ressources investies et résultats, même si la personne est part-time, il ne faut pas lui enlever parce que sinon tu vas chercher un consultant qui va te donner un avis et puis tu peux faire ou ne pas faire. Donc il faut donner une vraie écoute à cette personne et idéalement un vrai mandat décisionnel comme n'importe quel CMO responsable marketing. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'écouter aveuglément, mais ça veut dire ni ne pas le challenger, mais c'est quand même important. Ouais, Il faut ça qu'il ait... rejoint ton premier point. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais j'allais dire au final, ça rejoint ton premier point, c'est un peu le considérer comme un membre de l'équipe à part entière et pas juste comme le consultant externe qui vient apporter son coup d'œil, qui te fait un plan, qui dort dans un placard d'ailleurs, 100%. le plus souvent, mais voilà quoi. 100%. Et c'est pas facile pour les mandats dans lesquels tu es là 1 ou 2 jours par semaine. Quand tu es là 4-5 jours par semaine, c'est limite, c'est C'est presque évident, ouais. naturel. Mais si tu es là Mmh. de temps partiel, il faut avoir une équipe en place, qui est un deuxième tip que je donne, qui est soit costaud. En fait, moins le part-time CMO passe de temps en entreprise, plus l'équipe doit être costaud. Ça veut pas dire que quand tu passes beaucoup de temps, l'équipe est nulle. Ce que je veux dire, c'est que un de mes clients, j'avais 2 jours par semaine, 3 jours, j'étais pas là. En fait, de faire le lundi, mardi avec l'un et de pas être là les 3 derniers jours, en fait, il passe vite les 3 derniers jours. Et il y a plein de trucs dans une startup qui va vite où des trucs se décident. Et tu veux pas attendre 3 jours avant que le mec revienne lundi, mardi. Donc, soit tu mets en place un système où tu as un échange rapide, Slack, WhatsApp, sur des décisions clés, avec le part-time CMO tous les jours, soit tu attends, soit l'équipe peut décider. Elle est autonome du coup sur des éléments comme ça. Donc ça, c'est pas facile à organiser, d'autant plus que qui prend le relais du CMO quand tu n'es pas toi en entreprise et que tu es autre part en mission ou avec tes enfants, etc. Le CEO, qui est toujours un peu le premier CMO de la boîte, même pas en full-time. Donc, ou la personne qui a mandaté ce CMO. Donc, il faut vraiment avoir cette discipline et cette capacité à déléguer au CMO ou à la responsable marketing freelance ou le responsable marketing freelance, si on donne ce terme-là, un vrai pouvoir décisionnel ou un pouvoir d'action. Ensuite, il y a l'alignement des attentes. Ça, c'est important. Nous, chez Hirondo, on fait toujours une grande page Notion dans laquelle on dit ce qu'on va faire, quelle est la problématique de l'entreprise, quels sont les objectifs de la mission, qu'est-ce qu'on va faire pour les atteindre, combien de temps ça va prendre, à quel prix, est-ce que c'est 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc, on fait le plan et puis on fait pas toute l'exécution. Donc, si on fait le plan et que l'exécution n'est pas faite, forcément, on va pas atteindre les résultats. Il y aura pas les résultats, ouais. Mmh. Voilà. Donc, tout cet alignement des objectifs, il est important. Et moi, à chaque fois qu'on commence une mission avec Hirondo, on le fait signer au client, qui en plus accepte les conditions de paiement, de facturation, etc., et aux membres de l'équipe. Donc, le part-time CMO, lui, il signe. C'est pas comme un contrat de travail, ça reste une prestation. Mais... Donc, ça, c'est important. Voilà. Et puis ensuite, des conditions de succès. Depuis cette année, pour la première fois, moi, j'accepte un variable sur des KPI qu'on atteint avec l'entreprise, ce qui fait que le risque est plus élevé pour moi, mais si on les atteint, je gagne d'autant plus d'argent. J'essaye d'être synthétique, éviter un peu l'effet décoratif du CMO, du part-time CMO qui, en fait, on fait appel à quelqu'un pour avoir des idées, mais sans vraiment d'exécution. Ça, c'est une perte de temps pour tout le monde et d'argent pour tout le monde. Autant réduire le scope pendant un certain temps et puis passer à 2 jours, comme je fais aujourd'hui chez Shaper, jusqu'à ce qu'on ait le temps à nouveau de réinvestir parce qu'on a une phase plutôt d'opérationnel, tu vois. Il faut accepter la remise en question, parce qu'un CMO ou un part-time CMO va forcément venir heurter peut-être des sensibilités ou des choses, parce qu'il va venir avec des convictions. Et pour finir, mon avis, c'est qu'il ne faut pas forcément voir un ou une part-time CMO ou fractional marketing leader comme une personne.
mais il faut pas. Mais je propose que la personne soit aussi vue comme une personne et son réseau. Donc, d'autres personnes avec qui elle travaille, les clients qu'elle peut amener potentiellement et les prospects qu'elle peut amener dans l'entreprise, l'influence qu'elle peut avoir dans les médias, le réseau qu'elle peut avoir pour organiser des événements. Tu vois, je vois Emmanuel qui est chez Payfit, fait beaucoup de choses autour de HR Tech de façon générale. Je suppose que ça fait partie de la valeur qu'achète Payfit quand elle est part-time CMO chez eux, tu vois. Toi et moi, pareil, peut-être sur certaines choses. Donc, il faut voir les gens comme les part-time CMO comme des personnes qui n'ont pas juste leur capacité dans leur scope de travail et d'exécution, mais qui amènent 10, 20, 30, 40 ans d'expérience et de réseau avec eux, et qui aussi peuvent du coup rameuter, et là je prêche pour ma paroisse chez Hirondo, rameuter d'autres experts s'il y a un besoin qui émerge. Chez Hirondo, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est tiens, il y a un besoin d'acquisition, on a quelqu'un, tiens, il y a un besoin de copywriting, on a quelqu'un, et tiens, il y a un gros besoin de veille concurrentielle pour un sprint intensif pour le lancement d'un nouveau produit dans un pays, on connaît quelqu'un qui peut aider là-dessus. Donc je OK. propose aussi que le part-time CMO soit vu comme une espèce de ressource composable, comme me disait récemment le fondateur d'Itro avec qui on parlait un peu. Fractional CMO, part-time CMO, ok, mais le marketing, il est composable par briques. Et j'aime bien ce terme, il a raison, je trouve que c'est un terme intéressant. Ouais, c'est marrant et du coup, c'est vrai que donc ce que tu dis, pour résumer, c'est effectivement le voir comme un membre de l'équipe, être bien au clair sur le scope de la mission, sur la façon dont tu vas interagir par rapport au temps que tu vas passer, dont tu interagis avec les équipes dont tu es disponible et puis de ce qui est attendu en termes d'objectifs et de production et de ce qui, aussi de ce qui n'est pas, du coup, dans le scope de la mission. Et à la fin, c'est ça, c'est ce qui est intéressant avec ce format de part-time au final, c'est que tu peux avoir effectivement quelqu'un qui est assez expérimenté pour la partie, on va dire peut-être stratégie, plan, tu vois, gestion d'équipe et tout. Et puis si tu as un besoin très technique sur un sujet, ben tu peux composer avec effectivement un expert et parce que les freelances, c'est aussi des réseaux de freelance, quoi. Et tu sais, tu peux Euh, même mettre quelqu'un à la place de toi. Moi, la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je mhm. facture pas 2 jours à mon client, mais en fait, pendant ce temps-là, je vais mettre 2 jours d'une personne qui fait partie d'Irondo, qui s'appelle Louis-Christophe, qui est designer, et qui Ouais. va produire du design pendant 2 jours pour mon client. Donc moi, je continue à facturer. Louis-Christophe amène une valeur que je n'ai pas, et moi, je peux partir en vacances en paix, parce que je sais qu'il y a des Tranquille, choses quoi. qui vont avancer. Et le client, il a toujours de la valeur pendant ce temps-là. Alors, c'est pas propre au part-time, hein, ça existe en salariat aussi, évidemment. Ce que je voulais Mhm. juste dire, c'est que ce côté composable, il est intéressant. Et voilà. OK. Et donc le pendant, alors c'est parce que là on a vu c'est côté entreprise, tu vois, quelles sont les conditions de succès. Du coup côté part-time, c'est comment est-ce qu'on maximise du coup les chances de succès de la mission? Est-ce qu'il y a un mindset différent par rapport, tu vois, je pense à tous ceux qui font la transition par exemple effectivement, de salarié à indépendant. Est-ce qu'il y a un changement de mindset à avoir? C'est que bref, comment tu maximises les chances de succès dans ta mission? Hem, il y a un changement de mindset à avoir. Moi, en interne, j'agis comme un salarié. C'est pas toujours facile de se positionner comme un salarié parce que dans les entreprises où je suis passé, j'ai toujours été perçu comme quelqu'un d'interne. Donc j'ai pas eu jamais eu ce problème d'externe, tu sais? Ouais. Bon, parfois on n'a pas le badge comme les autres, parfois on n'a pas accès, à tel, SIRH par exemple et cetera. Bon, à la limite ça c'est pas grave, faut pas se sentir mis à l'écart pour ça. Mais j'ai eu, les t-shirts, les goodies, les off-site, et cetera. Et en fait ça c'est très important parce que du coup ça permet de s'intégrer comme n'importe quelle personne, et je recommande aux personnes qui sont, on va appeler ça part-time CMO ou fractional marketer, de se comporter comme un salarié s'ils le veulent bien évidemment. Je j'ai aucune obligation, mais je trouve que ça c'est un facteur clé de succès, important. En même temps, on n'est pas un salarié, on est une solution à un problème à un moment donné, et donc il faut essayer aussi de trouver, ça c'est pas facile, mais la façon dont il faut délivrer toujours un peu une forme de valeur. Donc il faut pas non plus chaque jour se demander: «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tu as été content des 1 000 € par jour que tu as payés?» Mais on a toujours une forme de valeur à délivrer parce qu'on coûte plus cher, et donc on a toujours une forme d'impact à avoir. Et le salarié, lui, on lui donne ses OKR, on lui donne ses objectifs, qu'il choisit ou pas, ou qu'il co-construit ou pas. Les meilleurs salariés sont évidemment mobilisés et travaillent de façon assez autonome là-dessus. D'autres sont un peu plus chill. Alors, ça arrive aussi dans les phases de la vie où on est un petit peu plus passif. Mais en posture de part-time CMO ou de consultant, au sens noble du terme, doit aussi délivrer une certaine valeur. Donc, il faut toujours avoir le recul sur est-ce que j'apporte la valeur qu'on m'achète. En tant que salarié, c'est le dirigeant qui fait le choix de te salarier. Toi, tu n'as aucune question à te poser. Tu as tes objectifs trimestriels, et cetera, mais ton salaire, il est garanti. En tant que part-time ou consultant, en fonction de la posture qu'on veut prendre, et cetera, bah, potentiellement, tous les 3 mois, il faut pouvoir recaver, si on veut, et si la valeur est là. Donc, c'est important de toujours avoir un focus résultat et performance, ou valeur. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se poser des questions, mais c'est important. Ensuite, il faut être plus rapide et plus agile que le salarié qui peut avoir 3 mois d'onboarding.
j'exagère, mais il n'y a pas 3 mois d'onboarding en part-time CMO. En général, on attend à 0, ce qui est impossible, je le dis et je le redis, je l'ai dit souvent. Il faut vendre quelques jours d'onboarding à votre client. Il ne faut pas dire vous inquiétez pas, j'arrive et puis je peux commencer à tout faire. C'est hors de question. Ce serait mal poli et malvenu de la part d'un client slash d'une entreprise de traiter un salarié comme ça. Donc il faut un onboarding. Ceci étant dit, en général, on attend beaucoup vite des part-time CMO et des freelances qui arrivent parce qu'ils savent faire, ils sont chers et potentiellement ils sont très bien vendus. Donc ils ont dit maman, vous savez, je sais. Et puis en plus, ils ont fait une propale. Donc cette propale, en général, il y a des idées dedans. Et donc ces idées, quand la personne arrive, tiens, un ordi, voire même pas d'ordi, tiens, ton bureau, exécute. En fait, non, il faut On apprendre les déroule. équipes, il faut parler à certains clients, il faut connaître le marché, il faut découvrir le produit, il faut connaître le pricing, il faut avoir le droit de se planter une fois ou deux. Donc voilà, il faut être rapide, plus rapide que le salarié, plus agile, mais en même temps, il faut savoir prendre le temps de travailler avec les équipes en place. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? L'intégration à la culture d'entreprise, je te l'ai donné. En termes de posture, je recommanderais à ce que ce soit similaire à un salarié, ce qui est moins facile quand tu es à temps très partiel, un jour ou deux par semaine. Et puis, mon avis, c'est qu'il faut toujours faire du réseau interne, toujours parler aux équipes, parler aux personnes à côté. En tant que part-time, on est peut-être, ou freelance si on est dans une équipe, on peut être cantonné à un produit, à une mission. Ta mission, c'est de passer de 1 million de ARR à 3 millions. Mais en fait, ça implique beaucoup d'échanges, beaucoup de networking, un petit peu de politique parfois en interne. Et en fait, ça, faut le faire. C'est pas parce qu'on a un contrat de prestat que les dynamiques humaines changent. Donc, on peut pas venir, exécuter, partir et être content. Il faut toujours faire de l'humain et toujours avoir un réseau et toujours s'appuyer sur le savoir-faire relationnel parce que ça, finalement, c'est aussi la valeur que tu délivres. Ah oui, ça reboucle un petit peu sur ce que tu disais au début, c'est que dans le sens où ta mission potentiellement elle a un terme, et qu'il faut la renouveler, régulièrement et que on attend toi d'avoir un impact, cette question de valorisation aux yeux de ton client de l'impact que tu es capable d'avoir, effectivement de marketing interne qui est déjà important quand tu es en poste en fait, l'est encore plus quand tu es en externe, quoi. Ouais, et puis évidemment, moi je recommanderais de faire partie d'une communauté, comme le Café du Market, comme Hirondo, comme, je sais pas moi, il y a des cabinets, il y a des plateformes qui permettent aussi d'avoir un certain accompagnement. Je les connais pas tous, je peux parler que d'Hirondo et tu m'as quand même pas mal parlé du Café du Market aussi. Il y a un soutien, il y a des gens qui peuvent t'aider si tu as une galère et tout le monde n'a pas ça. Mais je recommanderais fortement aux part-time et aux freelances de la place, d'intégrer ce type de réseau, parce que ça aide. On peut avoir des templates, du pipe, du soutien, des webinars, des séances. Donc que ce soit le Café du Market, Unlock M, Hirondo, Bulldozer, tous les autres, c'est bien connu, hein, quand on free, parfois on est tout seul, sauf qu'on va en entreprise tous les jours. Mais c'est chouette d'avoir aussi d'autres personnes avec qui échanger. Non, mais c'est vrai, moi, c'est le premier conseil que je donne à quelqu'un qui veut se lancer en freelance, c'est se mettre en relation avec d'autres freelances qui font la même chose. Même si c'est pas des communautés, tu vois, c'est globalement le réseau il est quand même plutôt bienveillant. Faut trouver quelques buddies, tu vois, avec qui tu peux échanger régulièrement sur des problématiques. Potentiellement, s'ils ont un peu plus d'expérience que toi, c'est bien, parce qu'ils t'ouvrent la voie. Et puis que le réseau de mission, il se trouve aussi comme ça, parce que quand on refuse des gens qui sont plus expérimentés, souvent, ben, ils travaillent bien. Donc ils reçoivent des missions, de temps en temps ils en refusent, et dans ce cas-là on est toujours bien faire ruisseler ou en tout cas proposer des alternatives. Et donc les missions elles se passent aussi comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est super riche quand tu es en indé d'avoir ce type de réseau-là, quoi. Très cool. Écoute, merci beaucoup, pour ce retour d'expérience un petit peu sur ces sujets. C'est vrai que quand on parle de podcast et quand on parle de marketing, ben, on parle de bonnes pratiques. Là, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas sur nos retours d'expérience par rapport à ce format-là. Moi, j'aime bien montrer que l'envers de la médaille aussi, de parler toujours un petit peu des challenges. Donc rapidement, c'est quoi tes challenges du moment? Euh, Moi, mes challenges du moment, paradoxalement, c'est de faire moins de part-time. Alors pas parce que j'aime pas ça, mais de choisir un ou deux clients que je peux accompagner et de ne faire que eux, de m'y donner pleinement et d'avoir du temps pour Hirondo à côté, qui est un réseau du coup de marketeurs, de experts seniors qui sont excellents dans l'exécution sur leurs sujets respectifs. Donc des gens qui sont bons en SEO, en brand, en CRM, en expansion, en product-led growth, etc. Donc moi, je voudrais vraiment rassembler parmi les meilleurs profils, idéalement du monde. Pour l'instant, c'est très européen encore et encore un peu français, mais du monde au sein de Hirondo et animer une telle communauté, acquérir ce type de compétences et les proposer à des clients qui ont des besoins quand ils émergent, ça prend du temps. Donc je voudrais pas être full-time, part-time CMO. Full Je time vais choisir part-time. un ou deux clients
Pour l'instant, Shaper, avec qui je m'éclate, et peut-être un ou deux qui sont dans les pipes là, pour continuer à être sur le marché, mais en ayant la possibilité de prendre du temps pour moi aussi. Je prévois quelques beaux tours en vélo dans les montagnes françaises cet été, mais aussi construire Hirondo, que j'ai construit avec Arnaud et deux autres acolytes, Thibaut et Louis-Christophe, avec qui on fait tourner ce petit groupe. Et ça prend du temps. Donc ça, c'est un élément. Je voudrais continuer à éduquer et à continuer à parler de ce modèle dans des endroits comme le tien, sans dire c'est parfait, c'est la meilleure chose qui soit, et c'est l'avenir. Je pense qu'il y a la mode des fractionals. Quand j'ai la mode, c'est sans que ce soit péjoratif, hein. Mais les fractionals part-time, c'est des gens qui sont dans l'équipe, il n'y a pas de date de fin, et ils sont représentants de l'entreprise, dirigeants d'équipe, etc. Le consultant, j'en ai déjà parlé, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ils sont pas dans l'entreprise et ils ont aucun ownership interne, ils donnent des conseils. L'interim leader, c'est quelqu'un qui peut être en full-time et qui par contre a une date de fin dans sa mission parce que un congé mat par exemple, etc. se termine. Et puis ensuite il y a les advisors qui ont entre guillemets un peu rien de tout ça. Il y a tout un petit peu de monde, c'est-à-dire ils sont pas dans l'équipe, il n'y a pas de date de fin dans leur accompagnement, ils sont pas full time et ils n'ont pas de responsabilité ou de représentation de l'entreprise. Donc tout ça c'est un espèce de mélange de rôles qui existe aujourd'hui. Et c'est difficile pour les entreprises et parfois les gens qui font partie de notre monde, les freelances, de savoir lequel en fait ils sont en train d'exécuter ou de chercher. Et donc de continuer à éduquer là-dessus ou de pouvoir aider les entreprises à trouver les bons moments et les bonnes personnes, ça c'est vraiment aussi une priorité que je vais avoir et j'aimerais bien pouvoir rendre ça un peu plus facile. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit et on ne sait pas forcément qui fait quoi. Et or, il y a énormément de talents de grande qualité sur le marché qui ne méritent qu'à être connus pour leur proposition de valeur. Il y a des gens qui sont super en coaching, d'autres qui sont hyper bons en exécution, d'autres qui sont hyper bons Et aujourd'hui, tout le monde s'appelle un peu part-time CMO, en tout cas en France. Et c'est un peu compliqué, potentiellement. Ce terme va disparaître un peu plus tard si un autre terme émerge. Bon. Les autres challenges, c'est de faire grandir Hirondo sainement, de pouvoir être quelqu'un qui est moins au centre de mon modèle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui reposent sur moi encore. Je connais les clients, je reçois les prospects, je connais beaucoup de gens de la communauté, je fais beaucoup de commercial, je fais beaucoup de propositions, etc. Pas que pour moi. Et donc, j'aimerais bien trouver, s'il y a des gens que ça intéresse, qui écoutent ton podcast, des gens qui veulent nous rejoindre et qui peuvent rendre ce modèle-là un petit peu plus décentré de ma personne, parce que je pense que le potentiel est énorme, que le marché est global et que aujourd'hui, il faut peut-être quelques pionniers, quelques mercenaires ou quelques courageux qui veulent développer ce modèle-là. Donc ça aussi, c'est un challenge. Donc clairement, l'objectif, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Et puis, il y a dernière chose comment on appelle ça, qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer de trouver une façon dont je peux le plus rapidement possible identifier quand un client qui me dit je veux un part-time CMO veut en fait une agence ou un full stack marketer ou vraiment quelqu'un qui prend des responsabilités et des décisions d'un CMO ou d'un VP marketing. Parce qu'il faut que je trouve 3-4 questions à poser. Je pense que l'expérience va aider. Je ne sais pas si tu les as toi, Axel. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent un part-time CMO et puis du coup, en fait, soit c'est du first marketer, du full stack, soit c'est un recrutement, soit c'est pas du part-time. Puis soit c'est un consultant en fait qu'il faut, soit c'est un advisor, soit c'est une agence qui sera vraiment bien meilleure qu'un part-time CMO à faire tu vois comment on appelle ça, des agences et des campagnes et itérer sur des values propres. Enfin voilà, donc il y a un espèce de mélange où nous, les freelances et les entreprises en font aussi beaucoup pour que on puisse identifier qui a vraiment besoin d'un part-time CMO ou d'un responsable marketing ou d'un fractional marketing leader. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir organiser la rencontre entre les deux de la meilleure des façons. Très cool. Bah, écoute, de toute façon, c'est un marché qui est en train de se structurer, hein, donc forcément, là, pour l'instant, tu as le boom, tout le monde dit un peu la même chose et puis, l'apprentissage, l'expérience, d'un côté comme de l'autre, amènera certainement un peu plus de clarté au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vrai que je rebondis sur le premier sujet que tu disais, du part-time full-time, parce que, tu vois, j'avais fait un épisode en début d'année, là, avec Antonin Delfino qui est, maintenant, du coup, retourné dans le Jump, ouais. salariat, qui est CMO chez Jump, ouais. Et c'est ce qu'il me disait au début, à un moment, il y a des fois, j'avais 7 jours sur 7, quoi, de vendu, parce que c'est compliqué aussi de gérer, mine de rien, de gérer déjà la trésorerie, et puis de refuser des missions parce qu'à un moment t'es full en te disant mais peut-être que j'en aurais besoin en fait dans 6 mois de cette mission-là et si je la refuse maintenant et puis que je l'ai pas après, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc c'est vrai que ça, cet apprentissage-là, quand toi tu passes en indé, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais.
Bah, chez Yondo, on a une solution simple à ça. C'est pas non plus la poule aux odeurs, mais on a un apport d'affaires entre nous, les gens qui sont chez Yondo. S'il y a une Ouais. mission qui leur passe sous le nez qu'ils peuvent pas prendre, ils la proposent au réseau. Ils savent que derrière, il y aura des gens de confiance qui ont un tout intérêt à trouver la bonne personne, qui peuvent closer ce deal-là à ta place. Ils Mmh. reçoivent 5% de tout ce qui sera du deal, enfin tout ce qui sera facturé par le freelance. C'est pas grand-chose, mais en même temps, c'est sympa à la fois. Ouais. Voilà, il y a peut-être d'autres réseaux qui ont ce même système. Ça remplace pas évidemment une vraie mission full-time, mais ça peut aider. Ouais. Et puis en plus, tu peux t'assurer que le client soit bien accompagné si tu peux pas prendre. Et si tu connais ce client-là, tu sauras qu'il est suivi par des personnes de qualité. Ceci étant Mmh. dit, tu as raison. On sait jamais quand est-ce qu'on a une mission, quand on n'en a pas. Et il faut être un peu honnête aussi, je pense. Il faut assumer et être en capacité d'accepter que parfois c'est un peu flippant ou un peu chiant ou qu'on est un peu anxieux quand il y a deux, trois missions qui tombent à l'eau. C'est comme ça. On est tous Ouais, c'est pareils, clair. même si on donne tous l'impression qu'on est les meilleurs. Donc parfois, quand on a un mois ou deux sans business, ouais, on se dit que la prochaine fois, quand ça arrive, on va encaisser à fond, tu vois. Donc C'est clair. voilà. Après, il faut pas hésiter non plus à baisser son prix, franchement, quand il y a quand il y a Il y a moins moins de de demande, missions, hein. et à Mmh, l'augmenter quand mmh. il y en a plus, hein. C'est clair. Ça, c'est variable du marché, ça. Trop cool. Bah, écoute, si on devait résumer, du coup, notre échange pour le mot de la fin un petit peu, quel conseil tu retiendrais, du coup, pour quelqu'un qui se projette sur du part-time? Hem, Faire du networking. Alors ça veut pas dire qu'il faut aller poncer tous les événements qu'on trouve sur Meetup, mais le premier networking, c'est envoyer un message, un LinkedIn, un mail, un texto ou quoi que ce soit aux 10, 20, 30 personnes que vous avez dans votre réseau, à qui vous pensez, à qui vous avez travaillé dans le passé. Je vous garantis qu'il y a au moins une ou deux personnes, si vous faites ça, qui va vous dire ah, tu te lances, ok, bah peut-être pas tout de suite, mais j'ai peut-être un truc, ou j'ai entendu quelqu'un qui a besoin de quelqu'un, et vous aurez une mission ou deux garantie. Alors, je suis pas en train de promettre des choses, mais c'est plus simple que ça ne le paraît. Il faut pas faire partie de 14 communautés tout de suite, payer des mecs qui vont te faire de la prospection pour toi, je sais pas quoi. Faire simple. Ça, c'est une première chose. Il faut mobiliser son réseau. Euh, Mine de rien, il faut avoir une forme de clarté sur qu'est-ce qu'on veut apporter comme valeur, donc quel est son positionnement. Il ne s'agit pas de faire des phrases beaucoup trop précises, d'être le spécialiste de telle micro-niche à telle phase d'entreprise pour tel canal d'acquisition et plutôt SaaS que B2C. On peut, mais il faut juste être clair sur la valeur qu'on peut apporter et être flexible sur ce qui va venir vers nous. Parce que si on s'arrête à ça en disant non, non, je fais pas ça, moi je fais que du B2B ça, c'est pas du B2B marketplace, bon, bah, c'est peut-être un peu con, t'aurais pu apprendre un truc vraiment sympa, puis c'est une chance peut-être d'avoir cette mission. Il Parce faut que gagner sa vie. Puis il faut gagner sa vie faut aussi, gagner sa vie c'est un aussi, peu le soyons premier honnêtes. truc au démarrage, quoi. Il y a peut-être que ceux qui l'ouvrent le plus qui disent ou qui font croire que ils peuvent tout choisir et que tout leur est tombé dessus, mais en fait non, parfois il faut prendre des missions qu'on n'aime pas forcément trop prendre et ça arrive. Et par contre, il faut essayer de prendre du plaisir dedans, parce que en fait, ça sert à rien de faire la tête. Autant prendre du plaisir et apprendre des choses tant qu'on y est, quoi. Donc, avoir un positionnement relativement clair, c'est bien. Être flexible autour de ce positionnement, c'est mieux. Savoir dire non à des missions, c'est aussi important. Si vraiment vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne, dites non, parce que sinon vous êtes parti sur un truc où vous allez vous faire connaître pour un mauvais travail. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je suis parfois surpris de voir que certaines personnes ne sont pas à l'aise à se vendre, alors que je les trouve excellentes quand je leur parle, et elles me disent ah, je suis pas à l'aise à me vendre. Donc, voilà, essayez de vous exercer à vous vendre ou essayez d'aborder ça comme une simple conversation, parce que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Je sais pas si tu vois ça comme ça aussi ou si tu es à l'aise avec, mais finalement, c'est pas si dur que ça de se vendre. Non, mais je pense que c'est une question de posture aussi, et puis si tu es pas à l'aise, faut donner l'impression de, on va dire, et puis après tu as l'expérience, quoi. Mine de rien, c'est comme tout, hein, les premières propales, les premiers rendez-vous commerciaux, tu les foires, faut pas se leurrer, mais tu apprends, et après tu seras meilleur la fois d'après, quoi. Et puis, il y a un dernier truc que je pense qui est important à dire encore par rapport à tout ce qu'on voit sur LinkedIn. On a l'impression que tout le monde réussit mieux que nous et que tout le monde a la recette magique. Euh, ne limitez pas votre valeur au track record que vous allez pouvoir afficher sur LinkedIn ou au TJM que vous allez afficher, parce que ça, c'est théorique, c'est bien, c'est important. Il faut savoir se dire, moi, je vaux 1000, ou je vaux 800, ou je vaux 1300. C'est vraiment important de pouvoir se le dire. Donc, c'est pour ça que notamment les communautés peuvent aider, ou des gens comme toi et moi qui connaissent un peu le truc, qui peuvent dire, franchement, toi, avec ton niveau d'expérience, je pense que tu vaux tant. Mais tu peux dire que tu es à 1300 balles. Le jour où quelqu'un te dit, OK, mais je te propose 6 mois de mission, par contre, je peux que 800 parce que t'embauche full time et 800 fois 20, ça fait 16 000 balles par mois, etc. Si vous vous limitez à ce chiffre, en fait, c'est complètement con.
de se dire, «Ah, je suis un part-time CMO à 800», mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as assez pour vivre? Est-ce que cette mission t'éclate? Est-ce que tu peux mettre assez de côté pour, les moments où ce sera moins bien? Et heu et après tu t'en fous de quel est le chiffre sur lequel tu te mets. C'est une variable qui est importante pour se positionner. C'est comme le prix d'une voiture ou le prix à la revente, c'est toujours une espèce d'indicateur important. Mais ce qui compte vraiment, c'est le plaisir qu'on prend dans ces missions, l'impact business qu'on va avoir. Est-ce qu'à la fin, on a assez en banque? Parfois, il faut faire des efforts sur une ou deux premières missions, peut-être pour, tu vois, tu prends peut-être un peu plus sur le chômage si tu en as encore et voilà, les quelques voyages que tu fais, tu compenses avec, le chômage pour, voilà. Et après, avec le temps, ça va monter parce que ta valeur va augmenter, forcément. Donc ça fait partie des, je voudrais un peu dédramatiser ce truc qui donne l'impression que c'est inaccessible et un peu compliqué. Voilà. Et puis, sentez-vous libre de ne pas vous appeler part-time CMO aussi, hein. Freelance marketing, freelance product marketing manager, freelance content strategist. Je sais pas. Je pense qu'il y a tout un tas de choses qui sont tout aussi nobles. Un CMO, c'est quelqu'un qui dirige beaucoup de ressources, beaucoup d'équipes, ou peu. Mais traditionnellement, c'est quand même ce qu'on connaît. CMO, c'est le top du marketing. C'est après beaucoup d'étapes, quoi. C'est quand tu as 30, 40, 50 ans d'expérience. Donc je pense qu'il y a une partie où il faut se dire aussi qu'on peut être aussi freelance marketeur et avoir autant de valeur que le gars qui s'appelle part-time CMO, qui peut-être dit ça parce qu'il peut augmenter son TJM alors qu'il sait faire des landing pages, des ads et puis remettre en place l'analytics, qui n'a rien de mal. C'est génial de faire ça, je sais pas le faire, mais c'est pas un part-time CMO. C'est clair. OK, très cool. Bah, écoute, merci pour tout ça Yannick, si jamais il y a des questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn du coup? Complètement, sur LinkedIn, ça c'est très bien. Top. Et bah, écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Du coup, encore merci pour tout et puis, bah, moi je te souhaite, un bon week-end, enfin, bon week-end à l'heure où on enregistre évidemment, pas à l'heure où ce sera diffusé, mais en tout cas salut et à bientôt. Salut tout le monde, merci.